22 heures sur Télé Djibouti. Bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignent pour cette nouvelle édition du 22 heures. Au sommaire, ce journal. Le président de la République, Ismaël Mar Guelleh, participe à la 35e session du MAEP. Et une nouvelle du monde Rafah réouvre avec l'espoir des étudiants. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Mar Guelleh, participe à la 35e session du MAEP à Addis Abeba. Le président de la République, président également en exercice de l'IGAD, a pris part ce matin au siège de l'Union africaine à Addis Abeba à la 35e session ordinaire du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation pour les pairs. Ainsi, cette rencontre de haut niveau qui a réuni plusieurs dirigeants africains autour d'un objectif commun, renforcer la gouvernance et promouvoir les bonnes pratiques du continent. Les travaux ont principalement porté sur l'examen des rapports d'évaluation par les pairs, un outil clé du MAEP permettant de mesurer les progrès réalisés par les États membres en matière de gouvernance politique, économique et sociale. Les participants ont également étudié les rapports d'État sur la mise en œuvre des programmes d'action nationaux qui traduisent les engagements pris par chaque État pour améliorer ses institutions, répondre aux recommandations issues des évaluations. Ainsi, à cette occasion, la République Djibouti a présenté les avancées enregistrées dans le renforcement de l'état de droit, de l'architecture institutionnelle, notamment la consolidation des prérogatives ainsi que les organes constitutionnels et indépendants tels que les droits de l'homme, la commission nationale indépendante et prévention de lutte contre la corruption. Il convient de rappeler que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été créé en 2003 par le comité des chefs d'État et de gouvernement chargé de la mise en œuvre du NEPAD en tant qu'instrument volontaire d'auto-évaluation de la performance des États membres ainsi qu'en matière de gouvernance. Et à l'issue de ce 35e session, la passation des présidences entre l'Algérie et l'Ouganda. Cette 35e session ordinaire du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, tenu au siège de l'Union africaine, a été marquée par un moment fort, la passation de présidence entre l'Algérie et l'Ouganda. Ainsi, après avoir assuré la présidence du Forum, l'Algérie a transmis le témoin à l'Ouganda, son successeur à la tête de cette instance panafricaine. Cette transmission illustrant la continuité et la vitalité du MAEP fondée sur une gouvernance partagée et un engagement collectif des États membres en faveur de la transparence, de l'amélioration des pratiques politiques, économiques et sociales sur le continent. Ainsi, la cérémonie de passation a symbolisé non seulement le changement de leadership, mais également la volonté des pays africains à renforcer une coopération, de consolider les acquis du mécanisme. Désormais, la présidence du Forum, l'Ouganda aura la mission de poursuivre les efforts engagés et de veiller à la mise en œuvre effective des recommandations issues des évaluations des pairs. Ainsi, cette alternance témoigne de la maturité des institutions du MAEP et de l'importance accordée par les dirigeants. Et à l'issue de ce 35e session du Forum des chefs d'État et de gouvernement, le président de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, s'adresse aux dirigeants des pays africains pour faire le point sur les recommandations et perspectives. Écoutons. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce 35e Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP revêt une importance toute particulière. Il se tient alors que la deuxième décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063 amorce ses premiers pas de cheminement. En effet, la réforme institutionnelle de l'Union africaine a positionné le MAEP comme un pilier central de l'écosystème africain de la gouvernance. Le contexte géopolitique international nous invite à bâtir une Afrique forte, capable à la fois de résilience et de se construire une identité reconnue et respectée. À ce titre, la paix et la stabilité restent des prérequis indispensables. Et c'est évidemment la bonne gouvernance qui est le gage de cette paix et du développement. Aucune transformation économique n'est possible en dehors des canons d'équité,
de responsabilité et de redevabilité, éléments centraux et constitutifs de la bonne gouvernance. C'est à ce travail que s'est attelé le MAEP, et les résultats sont visibles à travers l'éloquent bilan dont l'examen est inscrit à l'ordre du jour de cette session. C'est pour moi l'occasion de féliciter Madame l'ambassadrice Marie-Antoinette Rose-IV, directrice générale du secrétariat continental du MAEP, pour le travail qu'elle a accompli. Elle a su impulser une dynamique nouvelle à cet important organe de l'Union africaine. Je voudrais humblement relayer l'appel qu'elle a adressé à cette auguste assemblée et formuler 2 recommandations à ce stade. La première est qu'il est urgent de doter ce mécanisme en ressources financières et humaines conséquentes pour lui permettre de s'acquitter des missions qui lui sont confiées. On ne peut pas toujours s'appuyer sur le partenaire pour pouvoir financer nos programmes de développement. Il faut pouvoir franchir cette étape et définitivement tourner cette page de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. La deuxième recommandation que je voudrais faire est un appel aux pays déjà évalués d'accorder une attention toute particulière à la mise en œuvre des recommandations issues de leur revue. Et à l'issue du discours officiel, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'adresse à ses dirigeants et partenaires africains pour partager de l'expérience de son pays en matière de gouvernance, de renforcement des institutions. On l'écoute. C'est avec joie que je prends la parole à cette 35e session ordinaire du MAEP. Cette rencontre témoigne de notre volonté collective de poursuivre l'édification d'une gouvernance africaine efficiente avec constance, détermination et responsabilité. Permettez-moi à l'entame de mes propos de remercier le gouvernement et le peuple éthiopien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire dont ont bénéficié nos différentes délégations depuis notre arrivée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, c'est avec un immense plaisir que je partage avec vous les points saillants des résultats de la mise en œuvre du programme national d'action au processus du MAEP, et cela dans les 4 domaines de gouvernance. Tout d'abord, en ce qui concerne les normes et codes de la République de Djibouti est signataire de nombreux accords au niveau régional, continental, international, parmi lesquels l'accord de la ZLECAf, ratifié par mon pays en 2022, et visant à promouvoir l'intégration régionale et les échanges entre les pays de notre continent. Les acquis de mon pays en termes de démocratie et de gouvernance politique sont probants, particulièrement en matière de respect des droits humains et de consolidation de l'état de droit. En effet, le Parlement djiboutien exerce pleinement ses prérogatives vis-à-vis de l'exécutif ainsi que dans le contrôle de l'action gouvernementale et l'élaboration des projets de loi. De même, le pouvoir judiciaire s'exerce d'une manière libre et indépendante. Ainsi, dans le cadre du renforcement des dispositions constitutionnelles, des avancées significatives sont réalisées à travers notamment la consolidation de la démocratie et de la lutte contre la corruption ont été fortement renforcées. Djibouti a en outre développé et mis en œuvre des politiques et des stratégies permettant une plus grande inclusion des personnes vulnérables, telles les femmes, les filles et les personnes à besoins spéciaux. C'est dans cette optique que Djibouti a inscrit l'interdiction des mutilations génitales féminines dans sa constitution le 9 novembre 2025. Enfin, le processus de décentralisation lancé il y a quelques années affiche des résultats encourageants
avec davantage d'autonomie aux régions en matière de ressources humaines et financières. Ce processus est accompagné par la mise en place d'infrastructures stratégiques, notamment portuaires et routières. Devant ses pairs africains réunis à Addis Abeba, le président de la République a pris la parole également pour mettre en avant les réformes engagées à Djibouti, réaffirmer l'engagement du pays en faveur de la bonne gouvernance dans son pays. Dans la gouvernance économique et financière, là aussi, les progrès sont conséquents et doivent être consolidés pour aller vers une plus grande responsabilisation, transparence et redevabilité dans la gestion des deniers publics avec le renforcement des organes de contrôle et de lutte contre la corruption. Dans cette optique de transparence et conformément aux recommandations du PNA du MAEP, l'Institut national de la statistique de Djibouti a été créé en vue de la production des données ponctuelles, fiables et de qualité. Quant à la gouvernance d'entreprise, nos efforts se poursuivent conformément à la vision 2035 de Djibouti et de l'ANJA 2063 de l'Union africaine, qui mettent l'accent sur le développement du secteur privé, véritable moteur de richesse et d'emploi. C'est dans cet esprit que de nombreuses réformes ont été menées afin de rendre le climat des affaires plus attractifs aux investisseurs à l'échelle nationale, régionale et internationale par la mise en place d'un guichet unique, ainsi que la modernisation du cadre réglementaire et des procédures. Enfin, s'agissant de l'axe développement socio-économique et durable, nous notons avec satisfaction des progrès majeurs, notamment dans la valorisation du capital humain, la protection sociale, la promotion d'une croissance inclusive et durable tournée vers la réduction de la pauvreté et des inégalités, et cela en vue de générer une société juste, cohésive et durable. À cet égard, l'accès aux services sociaux de base a été considérablement renforcé. De même, Djibouti demeure fortement engagé dans la lutte contre le changement climatique qui s'illustre par la transition réussie dans le domaine des énergies renouvelables, notamment à travers l'interconnexion à l'énergie hydraulique en provenance de l'Éthiopie, à laquelle s'ajoutent les énergies éoliennes et solaires, car plus que jamais, la protection de l'environnement et le développement durable constituent des piliers critiques pour toute action tournée vers le développement socio-économique. Madame la Présidente, dans ce rapport de restitution des résultats de la mise en œuvre du PNA que Djibouti présente aujourd'hui, certaines questions de nature stratégique ont été identifiées et rajoutées afin de les prendre en compte dans l'élaboration du prochain PNA, et cela particulièrement dans les secteurs tels que la jeunesse, le logement et la migration. En outre, Djibouti a procédé à la révision et au renforcement du cadre juridique encadrant l'organisation et le fonctionnement du MAEP au niveau national en vue d'intégrer la 5e dimension du mécanisme relatif à la résilience, l'État face aux chocs et aux catastrophes. Je vous remercie de votre attention. Et à l'issue de sa participation au 35e sommet forum ordinaire des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le chef de l'État s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres.
Rencontre qui a permis aux deux personnalités d'échanger sur les grandes questions régionales, internationales, mais aussi sur les défis auxquels font face la Corne de l'Afrique. Le président et secrétaire général des Nations Unies a réaffirmé l'importance de ce sommet qui va consacrer également sur l'eau autour du thème assurer la disponibilité durable de l'eau, des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Les dirigeants africains examineront les stratégies communes visant à renforcer l'accès équitable à l'eau potable et à promouvoir des politiques d'assainissement durable sur le continent. M. Antonio Guterres a également salué la contribution constante de Djibouti aux opérations de maintien de paix, son rôle de plateforme stratégique. Ainsi, il a également exprimé sa reconnaissance pour l'engagement de l'État djiboutien dans l'accueil des réfugiés et des déplacés, soulignant que ce geste de solidarité illustre l'humanisme défendu par les pays, mais aussi aux idéaux des pères de paix, du multilatéralisme, de la coopération, ainsi que les assistances internationales. Du sommet africain, passons à présent aux initiatives locales, rapprochement du développement des infrastructures, de l'aide et de l'entraide. Dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, le ministère des Affaires sociales et des solidarités a marqué une étape symbolique majeure en parant les wagons de chemin de fer djibouto-éthiopien aux couleurs de cet engagement national, faisant du train un véritable ambassadeur de l'entraide et de la cohésion sociale. Ce jeudi dernier, donc, cette délégation de haut niveau conduite par la ministre Oulfa Ismail Abdo, accompagnée des responsables ferroviaires, emprunté le train électrique à destination de Hol-Hol. Pour la première fois, le rail devient un facteur direct de solidarité, reflétant ainsi la vision moderniste ainsi que la volonté politique du président de la République, son Excellence Belmar Guelleh. En choisissant ce mode de transport, la ministre a voulu constater directement les transformations structurelles réalisées sous l'impulsion du chef de l'État, qui a fait de désenclavement et de la connectivité et des priorités stratégiques. Ce train moderne, considérablement reconduit un trajet autrefois éprouvant de près de 2 heures par la route à seulement 25 minutes, offrant aux populations de Hol-Hol confort et sécurité. Au-delà des gains de temps, cette ligne ferroviaire symbolise le progrès social, l'équité territoriale, en facilitant l'accès aux habitants de services essentiels, aux opportunités économiques. Le passage de la caravane à Hol-Hol incarne pleinement la vision du gouvernement, mobiliser les infrastructures modernes pour rapprocher la solidarité nationale des citoyens aux rapidité et dignité. Puisque c'est le premier train régional électrique moderne. Pour nous, c'est un plaisir qu'aujourd'hui on fasse ces voyages dans la semaine de la solidarité avec la ministre et son équipe jusqu'à Hol-Hol. Vous savez que le chemin de fer, il rend 2 services. Il y a un service commercial, purement 90%, et puis il y a un service public. Aujourd'hui, on est en train de s'occuper de ces volets des services publics. En même temps, je précise que chaque voyage entre Djibouti et Ali Sébié, il y a au moins l'équivalent de 2 bus. Il y en a des personnes qui voyagent journalièrement dans les trains et qui descendent soit à Hol, soit à Ali Sébié. C'est que ça réduit énormément le temps parce qu'ils vont à 40 minutes, 45 minutes pour aller à Ali Sébié, ce qui fait qu'en route, ils font 2 heures. Ainsi, la ministre Oulfa Ismail Abdo a pris place ce jeudi à bord du train djibouto-éthiopien pour un voyage symbolique à Hol-Hol, illustrant ainsi la solidarité nationale, la transformation structurelle engagée sous l'impulsion de l'État. Écoutons la ministre. Inédit pour nous, c'est la première fois pendant 5 ans nous faisons la caravane de la solidarité. Le président de la République cette année également nous a honorés, comme à sa coutumée, de sa présence, de l'ouverture, du lancement de la semaine de la solidarité. Mais aujourd'hui, je ressens un ressenti exceptionnel. C'est la première fois que je prends notre train électrique pour aller à Hol-Hol. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous avons un train de toute nouvelle génération, excellemment bien servi. La gare est très très belle, machallah. Et pour la première fois, la caravane de la solidarité a pris le train pour se rendre à Hol-Hol.
Comme vous le savez, derrière des infrastructures de cette envergure, comme le train électrique qui relie Djibouti à l'Éthiopie, il y a toujours des développements qui se font dans les localités qu'il traverse. Et aujourd'hui, Hol-Hol régénère. Donc il y a la gare de Hol-Hol qui relie également la ville à peine 2 km. Et ça également, la route est en train d'être réalisée par le ministère de la Ville et son agence d'exécution qui est à Roulos. Mais également, à partir de l'électricité du train, de relier le forage de Hindi pour alimenter en eau les 2 forages de Hol-Hol. Et donc Hol-Hol a une eau courante vraiment assez régulière. Et dans le nouveau projet que nous sommes en train de mettre à exécution à travers notre agence d'exécution qui est la DDS, c'est le raccordement en eau à chaque foyer de Hol-Hol. Le président lui-même est un enfant du cheminot. Aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est sa plus grande fierté. Ce train est sa plus grande fierté. Et nous lui disons vraiment bravo. À Hol-Hol, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olof Ismaïl Abdo, a conduit une rencontre exceptionnelle avec les forces vives locales, marquant ainsi une nouvelle étape dans le dialogue de proximité entre l'État et les citoyens. Un commentaire d'Ahmed. Le village de Hol-Hol a vibré ce jeudi 12 février au rythme d'une rencontre exceptionnelle entre les autorités nationales et les forces vives de la sous-préfecture. Sous l'égide de Olof Ismaïl Abdo, ministre des Affaires sociales et de Solidarité, cette cérémonie a marqué un tournant dans le dialogue de proximité entre l'État et les citoyens. L'importance de l'événement s'est traduite par la présence d'une délégation de haut niveau, témoignant de l'engagement multisectoriel pour le développement de la région d'Ali Sabié. Aux côtés de la ministre, on pouvait noter la présence remarquée du préfet d'Ali Sabié, Abdelmalik Mohamed Balouta, du président du conseil régional, Sharmaki Hassan, des parlementaires de la région et des cadres dirigeants du MAS et de l'ADDS. Le secteur des infrastructures, pilier économique de la zone, était également fortement représenté par Mahmoud Roblé Dabbar, directeur général du chemin de fer partie djiboutienne, et Youssouf Jama' Farah, directeur général adjoint de l'Ethio-Djibouti Railway. La population de Hol-Hol, venue en nombre, ainsi que des sages et notables du village, ont pris part activement aux échanges. Cette rencontre a permis de réaffirmer les liens de confiance entre l'administration et les communautés locales, tout en mettant en lumière les succès des politiques de lutte contre la précarité. Le cœur de cette cérémonie a été sans conteste la prise de parole des bénéficiaires des programmes sociaux, des femmes leaders issues des groupements d'entraide par affinité et des comités de gestion communautaires se sont succédés au micro pour partager des récits de vie transformés. Avec une émotion palpable, ces femmes ont témoigné de leur courage, de leur persévérance et de nombreux sacrifices consentis pour faire fructifier les projets soutenus par le MAS et la DDS. Elles ont chaleureusement remercié la ministre pour son déplacement sur le terrain, y voyant une preuve concrète de la volonté du gouvernement de ne laisser personne au bord du chemin. Le point d'orgue de cette rencontre fut la séquence solennelle de remise des attestations et des agréments. Ce geste symbolise la formalisation et la reconnaissance officielle de leurs activités génératrices de revenus. Tour à tour, ces femmes ont reçu ces précieux documents des mains de la ministre Olof Ismaïl, du préfet, du président du conseil régional, ainsi que des officiels et responsables présents. Ces agréments constituent désormais un levier juridique et financier majeur, leur permettant de pérenniser leurs projets et de s'insérer plus solidement dans le tissu économique local. Cette journée restera gravée comme un moment de célébration du travail acharné des habitants de Hol-Hol et de l'efficacité des dispositifs de protection sociale déployés sur l'ensemble du territoire national.
Eh bien, après une riche rencontre en échange avec la communauté de ce village historique, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a franchi une étape concrète en faveur de l'économie locale. Accompagnée des autorités régionales, de parlementaires, des cadres de l'Agence djiboutienne de développement social, elle a procédé à la pose de la première pierre du futur grand marché de Hol-Hol. Cette infrastructure d'envergure répond ainsi aux attentes de longue date des populations locales et jusqu'ici confrontées à des conditions de vente précaires. Les commerçants et commerçantes disposeront bientôt d'un cadre moderne, sécurisé, structuré pour valoriser les produits et services. Ainsi, dans leur intervention, les préfets de la région ont salué l'engagement du gouvernement. Ils ont également mis en avant le rôle de la transformation de Hol-Hol en véritable carrefour d'échange, l'amélioration durable des revenus et les conditions de vie des ménages, ainsi que le renforcement de l'attractivité de aux charges d'histoire. En définitive, ce projet symbolisera l'engagement continu de l'État en faveur de l'autonomisation des communautés rurales, du développement des infrastructures de proximité au service du progrès social et économique. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité nous explique dans cet extrait comment le nouveau marché de Hol-Hol s'inscrit dans l'engagement de l'État au renforcement et autonomisation de la communauté. On pose la première pierre d'un nouveau projet, encore que la DDS va exécuter. Inch'Allah, c'est comme on a dit, la vision du chef de l'État, c'est une vision qui est avec une feuille de route bien tracée. La lutte contre la pauvreté n'est pas seulement l'assistanat, il y a les filets sociaux, mais il y a également l'autonomisation. Dans l'autonomisation, avec la DDS, avec le ministère, nous avons fait énormément de formation de femmes, non seulement de sensibilisation, mais on a également créé des AGR, des activités génératrices de revenus, pour les femmes et pour les jeunes, mais la demande telle que la capitale, au même titre que la capitale, c'est de dire maintenant qu'on est devenu des chercheurs, qu'on est devenu vraiment des personnes commerçantes et qui contribuent d'ailleurs aux impôts, qui payent nos salaires, et c'est vraiment par la volonté de Dieu et la grâce de Dieu, alhamdulillah ta'ala, ces femmes-là qui sont actives aujourd'hui, les dames de Hol-Hol, les Beninjo, qui sont devenues également des femmes très actives, vous avez dû le constater à travers leurs témoignages à Ali Sabié, à Ali Adé et aujourd'hui à Hol-Hol. Elles avaient besoin également de se formaliser, mais également d'avoir des locaux. Elle l'avait demandé au chef de l'État et sa vision, c'était de leur trouver des locaux pour qu'elles puissent exercer leur activité génératrice de revenus d'une manière décente, mais également d'une manière formelle. Et ce projet va venir il prévoit 14 échoppes au bénéfice de ces femmes que soutient la DDS, que soutient le ministère, pour leur permettre vraiment d'avoir en tant que telle vraiment la totale. Ça veut dire non seulement le prêt, non seulement la formation, tout ce qui est l'accompagnement, mais également aujourd'hui les locaux. Et elles vont avoir le registre social, le registre de commerce, elles vont avoir la patente, elles vont contribuer au développement, cette fois-ci économique du pays. Et nous leur disons vraiment un grand bravo. C'est la vision du chef de l'État, c'est une vision intégrée, de développement intégré. Et la DDS, si elle a été créée, c'est pour cette vision de développement intégré. Également de l'actualité de ce 22h, message de soutien sous l'égide du secrétaire d'État chargé aux investissements et du secteur privé a organisé une grande cérémonie de soutien au président de la République tenue au Palais du Peuple aujourd'hui. Événement d'envergure qui a rassemblé de nombreux opérants économiques, entrepreneurs, chefs d'entreprise, partenaires institutionnels ainsi que des représentants des différentes organisations professionnelles venus réaffirmer leur engagement en faveur de la stabilité, de la croissance économique, de la vision portée par le chef de l'État. La cérémonie qui a débuté tôt dans la matinée par une grande marche pacifique en l'honneur du candidat, marquant ainsi l'adhésion de la mobilisation du secteur privé autour de ses idéaux et de son programme. Dans une ambiance empreinte d'enthousiasme, de ferveur, les participants ont exprimé leur soutien à travers des messages d'encouragement, des témoignages et des déclarations publiques. Prenons la parole ainsi à cette occasion. Les représentants du secteur privé ont salué les efforts entrepris en faveur de l'amélioration du climat des affaires, des promotions d'investissement, des renforcements des partenariats du secteur privé.
geeski ammaanka garabkaaga joogo ducaan guudhaymaan guudkaaga saarnaye ila soo dhowow ila soo dhowow geesiga waxgaradkeegaygiyo dadweynaha kuusha u horseede gaarsiiye nabado ila soo dhowow Ismail Omar Gelle Barkal الشعبيين يا بطل فيك الرجاء وانت الامل نحن معاك في كل يشرفنا. Et dans son discours, El Hadj Abdurrahman Ahmed Taha, président du groupe Abou Ahmed, a déclaré « Nous avons l'honneur de présenter la fondation Abou Ahmed aux côtés du secteur privé et des investisseurs afin d'exprimer d'une seule voix notre soutien au processus de construction et de développement conduit par son Excellence le Président de la République. » Le slogan « Continuons ensemble » n'est pas de simples mots, mais l'expression authentique de l'esprit d'unité nationale que le Président de la République a su insuffler au cœur de la nation. Il a également souligné que la République Djibouti a connu sous sa direction éclairée de grandes réalisations, des transformations historiques qui en ont fait un modèle en matière de sécurité, de stabilité, de paix, en tant que niveau régional qu'international. En conclusion, dans sa déclaration, Abou Ahmed a déclaré au sein de la fondation Abou Ahmed, nous considérons comme une partie intégrante du tissu économique national avec les investisseurs et représentants du secteur privé. Nous sommes convaincus que la continuité est la clé de la construction, du développement et le travail collectif constitue la voie la plus sûre vers un avenir plus prospère pour la nation djiboutienne. Écoutons à présent la déclaration de la ministre de l'Investissement, Safia Al-Mohamed Galideli. Honoré d'être aujourd'hui parmi vous en cette journée mémorable. Il s'agit de la cérémonie adressée à la candidature de son Excellence Al-Hadj Ismail Omar Guelleh pour 2026. Cette cérémonie est organisée par le secteur privé. C'est un jour mémorable. Le secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé représente la volonté du chef de l'État de protéger le secteur privé, d'encourager, de stimuler leur développement et leur croissance. J'adresse mes vifs remerciements à tous ceux qui ont œuvré durement pour nous organiser cet événement qui permet au secteur privé d'exprimer son soutien à l'endroit de son chef, son Excellence Al-Hadj Ismail Omar Guelleh. Stratège qui a instauré la stabilité politique et économique pour le développement de la République de Djibouti, qui a œuvré pour la mise en place des infrastructures portuaires, routières et ferroviaires pour que le secteur privé s'épanouisse. La stabilité monétaire également joue en faveur de ces développements qui permet aujourd'hui au secteur privé de s'épanouir. Voici également une réaction du grand supermarché, un responsable du grand supermarché dit connu sous Napoléon, M. Ismail Omar Abdallah. Aujourd'hui, l'équipe de Napoléon est tous là en tant que secteur privé. On est tous là pour soutenir notre président, le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh. On l'a toujours soutenu. Il représente la stabilité, il représente le progrès. Et nous sommes vraiment contents d'être ici aujourd'hui. Et nous sommes à 100% avec lui, avec sa politique. Et que Dieu le soutienne dans sa démarche. Nous lui souhaitons bonne chance et beaucoup de progrès. Ce n'est pas que le secteur privé, toute la République de Djibouti est derrière lui. Et il représente l'unité nationale. Et nous sommes vraiment contents d'être là aujourd'hui. Éducation à présent, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahmoud, accompagné de l'ambassadeur du Japon,
a présidé hier à Arta la cérémonie de pose de la première pierre d'une nouvelle cuisine pédagogique au lycée hôtelier d'Arta. Financé grâce au soutien du gouvernement japonais, ce projet prévoit l'installation de 25 postes de travail conformes aux standards internationaux, qui permettra également d'augmenter la capacité d'accueil du lycée et d'améliorer significativement la qualité du formation pratique. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional, les autorités locales et représentants de la communauté éducative. Dans son intervention, le ministre a rappelé le développement des compétences demeure une priorité nationale, soulignant également que cette nouvelle infrastructure offrira aux jeunes des conditions d'apprentissage modernes, adaptées aux exigences du marché, de l'emploi, mais aussi le rôle majeur du lycée d'hôtelier d'Arta qui forme de nombreux personnels actifs dans le Grand Hôtel. Ainsi, l'ambassadeur du Japon qui a également pris la parole, qui s'est exprimé en ces termes. C'est un grand honneur pour moi de participer aujourd'hui à la cérémonie de pose de la première pierre du projet d'extension d'une cuisine d'application moderne au lycée hôtelier d'Arta. Il s'agit de ma deuxième visite dans cette belle région et je tiens une nouvelle fois à remercier toutes les autorités et la population pour l'accueil qui m'a été réservé. Cette infrastructure permettra d'offrir une formation pratique conformément aux standards internationaux de l'hôtellerie, tout en améliorant les conditions d'apprentissage grâce à une meilleure réparation des élèves entre les deux espaces. Les projets comprennent également l'installation d'un réservoir d'eau de 1800 litres, garantissant une réserve suffisante pour la fonction de la cuisine. Pour conclure, j'espère que ce projet connaîtra un plein succès et qu'il offrira de nouvelles perspectives à la jeunesse, tout en renforçant davantage la coopération et le partenariat entre nos deux pays. Je vous remercie de votre attention. Voici les propos du ministre qui confirme sa volonté de moderniser les établissements de formation technique et professionnelle. Voici ses propos. Bien sûr, une coopération solide qui existe entre nos deux pays, entre Djibouti et le Japon, et surtout en matière d'appui ou d'accompagnement éducatif. Le Japon est bien sûr bien positionné dans ce domaine-là. Beaucoup d'infrastructures scolaires ont été construites donc, à travers la coopération avec nos amis les Japonais et sur des dons du peuple japonais. Donc pour cela, Monsieur l'ambassadeur, encore une fois, au nom du gouvernement de Djibouti, au nom de la population djiboutienne, nous remercions donc le Japon et le peuple japonais. Aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure le président de l'association, il s'agit de la première pose de pierre d'un espace, d'une cuisine d'application aux normes standards internationales, tels que bien sûr les hôtels de la place, que ce soit Kempinski ou Sheraton. Vraiment, la cuisine d'application qui va être construite, c'est vraiment aux normes des grands hôtels et des grandes marques internationales. Puisque depuis quelques années, nous avons mis en place, monsieur l'ambassadeur, également un autre niveau supérieur, BTS. Il y a des BTS en cuisine et cela permettra, notamment cette cuisine en normes internationales, permettra à ces jeunes de pratiquer dans la norme standard des choses. Et d'ailleurs, à travers la Direction générale de la formation professionnelle, nous demandons à ce qu'il y ait une certification, un label international pour les formations que nous dispensons. On essaye de s'approcher
pour que les formations que nous faisons soient très proches des besoins du marché, mais ces équipements et les matériels qui vont être disposés, et l'espace qui va être aménagé, va permettre bien sûr à ce que bien sûr les formations que nous faisons soient vraiment des formations normes standards de qualité. Après Erta, le ministre s'est rendu à Obok à l'issue de la cérémonie de remise de cadeaux aux champions djiboutiens et français à la 8e étape du Tour de Djibouti à vélo. Les officiels se sont rendus au cimetière marin d'Obok pour une brève cérémonie de commémoration. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ainsi que l'ambassadeur de France à Djibouti, Jérôme Bresson, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le général de brigade aérienne Sébastien Valette, ainsi que le préfet et président du conseil régional d'Obok se sont rendus donc au cimetière d'Obok. À leur arrivée, les détachements du 5e RIOM, le régiment interarmé d'outre-mer, et le RIAO, régiment interarmé d'Obok, les ont salués avant de les conduire au monument des morts où des germes de fleurs ont été déposés. Une longue minute de silence a été également observée sur un hommage aux disparus suivi de la levée simultanée des drapeaux djiboutiens et français. Le général Valette a rappelé dans une brève intervention l'histoire de ce cimetière construit en 1884, lieu des mémoires pour les générations futures. Le cimetière abrite 182 sépultures de militaires et de civils français, Yobokois, morts de fièvre d'origine inconnue, a-t-il précisé avant de présenter certaines tombes de soldats et civils les plus connus. Il a noté que les RIOM et les forces armées djiboutiennes assurent l'entretien régulier et le rétablissement ponctuel du cimetière dans le cadre de la coopération civilo-militaire franco-djiboutienne. Célébration à Djibouti de la fête nationale de la libération de l'État de Koweït. L'ambassadeur de l'État de Koweït à Djibouti, Saoud Al-Saidi, a offert hier soir une réception officielle à l'hôtel Sheraton à l'occasion du 65e anniversaire de la fête nationale et du 35e anniversaire de la libération de l'État du Koweït. C'est cette cérémonie qui a rehaussé par la présence du ministre des Affaires musulmanes du Biawar, Moumin Hassan Bri, représentant du gouvernement de l'Arabie Djibouti, étant également présent le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Nabil Mohamed Ahmed, des ambassadeurs accrédités à Djibouti, à leur tête le doyen de corps diplomatique, l'ambassadeur de la République du Yémen, M. Abdallah Ibn Muta'allim, ainsi que les représentants d'organisations internationales et institutions humanitaires. Cette réception annuelle a illustré la solidité des relations historiques, fraternelles et de coopération qui unissent la République Djibouti à l'État du Koweït. L'on a observé au début de la cérémonie les hymnes nationaux des deux pays qui ont solennellement été exécutés avant le traditionnel découpe de cadeaux commémoratifs par l'ambassadeur et représentant du gouvernement dans un atmosphère empreint de fraternité, de respect mutuel et d'échange de vœux chaleureux. Il convient de rappeler que cette célébration constitue chaque année une occasion privilégiée de réaffirmer la qualité des liens de partenariat bilatéral, de consolider davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux nations. À cette occasion du 65e fête nationale et 35e anniversaire de libération de l'État du Koweït, l'ambassadeur de l'État de Koweït à Djibouti déclare ainsi
Mes sincères félicitations à Son Altesse l'émir Cheikh Mshan Al-Hamad Al-Jaber, ainsi qu'au prince héritier, ainsi qu'au gouvernement et au peuple koweïtien, en priant le Tout-Puissant de leur accorder sécurité et prospérité et progrès durable. Ainsi, l'ambassadeur du Koweït déclare également que les liens d'amitié et de fraternité entre nos deux pays et ceux qui nous lient depuis de très longues années. Djibouti et le Koweït partagent également des positions convergentes sur les questions régionales et internationales, guidées par des principes de modernisation, de paix et de stabilité. De son côté, le ministre djiboutien des Affaires musulmanes et du Bien Warf déclare « C'est avec plaisir pour moi de participer à cette cérémonie au nom du gouvernement de la République de Djibouti à l'occasion du 65e anniversaire et 35e anniversaire de libération de l'État frère du Koweït, événement qui symbolise le parcours d'une nation ayant consolidé des valeurs de souveraineté, de dignité et de progrès. Je présente également mes chaleureuses félicitations à la direction koweïtienne, à son gouvernement et à son peuple, priant le Tout-Puissant de leur assurer sécurité, stabilité et prospérité. Je salue également la solidité exceptionnelle des relations bilatérales entre nos deux pays, la continuité des dialogues entre nos dirigeants, Son Altesse Émir Cheikh Mshan Al-Hamad Al-Jaber, ainsi que le président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui consolide un partenariat stratégique au service de nos peuples, de la stabilité régionale. Enfin, je tiens à saluer le rôle actif de son Excellence ambassadeur du Koweït à Djibouti, M. Saoud Al-Saidi, pour son engagement constant dans le renforcement de ces relations de coopération entre nos institutions. Dans la page touristique de cette édition, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ossamadi, accompagné du ministre chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, qui a effectué aux alentours de midi, hier, une visite officielle sur le site touristique de l'île Mouchar. La délégation a été également accompagnée de M. Ousmane Mohamed, directeur de l'Office national du tourisme à Djibouti. Dès leur arrivée, les ministres ont visité les différents logements du complexe touristique pour une présentation détaillée assurée par l'ingénieur Abraham, actuellement en phase de finalisation. Le complexe comprend 102 chambres de divers niveaux de confort, incluant une suite présidentielle, des suites juniors, des chambres simples afin de répondre aux attentes du clientèle variées. Le site disposera également d'une salle de conférence, d'une salle de réunion, d'une salle de sport, de restaurants modernes. Le progrès intègre des structures détente, des espaces de loisirs, d'autres infrastructures touristiques conçues pour s'intégrer harmonieusement à l'environnement avec l'utilisation des matériaux naturels et durables. Porté par un prometteur éthiopien, ce projet s'inscrit dans une démarche de tourisme responsable, mettant l'accent sur la durabilité, la valorisation du patrimoine local, le respect de l'environnement. Une fois achevé, le complexe contribuera au dynamisme économique et touristique de Djibouti, offrant un cadre d'accueil agréable et moderne. Et à l'issue de cette visite touristique, le ministre s'est déclaré heureux d'être à Île Mouchar. De terminer la visite de terrain ensemble, j'ai pu constater avec satisfaction l'état d'avancement des travaux remarquables. À ce jour, ce complexe comprend 102 chambres de tout type, suite présidentielle, junior, chambre simple, une salle de conférence, salle de sport, salle de réunion, mais également un restaurant et d'autres structures de détente et de loisirs. Ce projet est porté par un prometteur éthiopien dont je félicite. Le projet évolue dans le respect total de notre environnement naturel et surtout la richesse exceptionnelle de notre littoral. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment la réouverture des frontières de Rafah.
des postes frontalières de FAP qui offrent une occasion rare et précieuse aux étudiants de la bande de Gaza de reprendre leurs études dans un contexte où la majorité des points de passage restent fermés ou soumis à de fortes restrictions. Rafah constitue pratiquement l'unique porte de sortie pour les jeunes souhaitant poursuivre leur formation académique hors du terrain. Les bombardements israéliens ont gravement endommagé les infrastructures éducatives de Gaza. Environ 95% des campus universitaires ont été touchés, tandis que 22 établissements ont été entièrement détruits. Cette situation a privé près de 745 000 élèves et étudiants d'accès à toute étude ou éducation. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Très bon type de programme avec nos programmes.